France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum jusqu'à 18h et en ce 20 mars, premier jour du printemps, avec cette question du jour, Tariq Ramadan qui s'est invité dans un débat sur les violences faites aux femmes. S'agit-il d'une provocation selon vous? Eh bien, vous répondez à cette question sur France Maghreb 2, Facebook, sur Twitter, le grand forum FM2. Nous en parlerons avec Faiza Ben Mohamed, Audrey Pronosti et Nargis, et ainsi qu'avec un élu de Saint-Denis, Majid Messaouden, qui sera avec nous tout à l'heure dans quelques minutes pour évidemment nous appeler au 01 40 33 9000. Nous parlons aussi du ministre de l'Intérieur Christophe Castaner qui a été convoqué au Sénat suite aux violences survenues samedi dernier aux Champs-Élysées. A-t-il convaincu les sénateurs? C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Algérie, un avis tranché à ne pas louper, signé Nargis tout à l'heure. Un avis tranché également à suivre de Audrey Pronosti, sans oublier le zapping et les infos zappées. C'est au menu, au programme de ce grand forum qui vous emmène tranquillement jusqu'à 18h. Bienvenue à tous sur France Maghreb 2, c'est parti pour votre émission Le Grand Forum, c'est votre émission quotidienne de 16h à 18h, c'est sur France Maghreb 2 que ça se passe évidemment avec vous, chers amis auditrices, auditeurs. Tiens, il n'est pas exclu d'ailleurs que on fasse un petite libre antenne tout à l'heure. Hein, j'ai envie, tiens, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Si on a le temps, en tout cas, on se fera ça tout à l'heure. Restez bien à l'écoute. En tous les cas, pour l'instant, je vous présente, et j'en suis d'ailleurs très fier, aujourd'hui, un platon 100% féminin, avec Faiza Ben Mohamed. Bonjour Faiza. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Bonjour ma chère Nargis. Salut Christophe, bonjour à tous. Bonjour Audrey Pronosti. Bonjour Christophe et bonjour à vous les filles, bonjour à tous les auditeurs. Et oui, vous l'avez entendu, que des filles aujourd'hui, donc je suis chanceux. Avec au programme, au niveau des coups de cœur musical pour Audrey et pour Faiza, on vous laissera découvrir tout à l'heure de quoi il s'agit. Pour ce qui est de ton coup de cœur, ma chère Nargis, tu nous parleras de quoi tout à l'heure? Je parlerai de l'ouvrage de Karima Lazali, Le trauma colonial. Très bien. Et un avis tranché également sur l'Algérie tout à l'heure. Alors sur quel axe, sur quel angle? Alors le titre c'est Algérie, connais-toi toi-même. Pas mal. Et ma chère Audrey, ton avis tranché sera? Le titre, ça sera La haine des autres, j'en dis pas plus. La haine des autres. C'est un texte que j'ai écrit. Très bien. Et pour ce qui est du sujet à la une, évidemment, c'est l'affaire Tariq Ramadan qui revient, enfin pas l'affaire Tariq Ramadan en tant que telle, c'est Tariq Ramadan qui s'est invité à un colloque à Saint-Denis, c'était lundi soir. Tariq Ramadan est déjà installé dans l'assistance quand nous arrivons dans la salle, au deuxième rang. Évidemment, c'était un choc, une consternation. J'ai cru à une mauvaise blague. J'ai vérifié s'il s'agissait d'un souris ou si c'était bien lui. C'était bien lui. Voilà, donc c'était une des organisatrices donc qui s'exprimait donc sur le sujet, donc sur la venue donc de Tariq Ramadan, c'était lundi soir, et la question que l'on vous pose, est-ce qu'il s'agit d'une provocation que de venir à un colloque qui parle de la violence faite aux femmes? Alors précisons, très utile, il est toujours mis en examen, ça ne veut pas dire qu'il est condamné ni acquitté. Donc voilà. Alors est-ce qu'il s'agit d'une provocation? La question que l'on vous pose et à laquelle vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2, et les résultats sont vraiment pas les mêmes, puisque vous êtes seulement 36% à penser que oui, c'est une provocation sur Facebook, alors que vous êtes 55% sur Twitter, le grand forum FM2. Avant de vous demander votre avis, mesdames, nous avons avec nous Majid Messaouden, qui est élu de Saint-Denis, qui est justement parmi ces délégations en charge de l'égalité femmes-hommes. Majid, bonsoir. Bonsoir. Alors, raconte-nous ce qui s'est passé, mon cher Majid. C'était donc lundi soir, un colloque que la municipalité de Saint-Denis organisait pour justement parler des violences faites aux femmes. Et c'est invité donc dans le public Tariq Ramadan, ainsi au deuxième rang. Ça a été la stupéfaction visiblement pour quelques-unes des participantes à ce colloque. D'ailleurs, certaines d'entre elles sont parties. Et j'ai cru comprendre et cru lire aussi que la municipalité de Saint-Denis déplorait sa venue, hein, c'est ça? Alors effectivement, cette rencontre était organisée dans le cadre du 8 mars. C'était le grand débat qu'on organisait sur la question des violences faites aux femmes au quotidien, et on avait tenu à ce qu'il y ait un panel évidemment exclusivement féminin qui vienne nous parler de leurs expériences. Donc on avait des syndicalistes de Parcayat comme François Vergès ou Madame Obono, et donc du coup on misait sur ce débat pour avoir un échange riche avec les femmes de Saint-Denis qui pouvaient y participer. Effectivement, Tariq Ramadan est arrivé dans les débuts.
Je te reprends juste un petit peu. La consternation, elle a concerné tout le monde. La sidération, elle a concerné tout le monde. C'est que tout le monde était au minimum surpris de le voir se pointer à un débat sur cette question-là. Précisons qu'il habite, depuis qu'il a été libéré Saint-Denis. Il habite Saint-Denis, mais ça c'est même plus un secret de polichinelle. Mais en fait, il est mis en examen. Il n'est pas aujourd'hui coupable. Il est présumé innocent. Absolument. Mais le doute doit aussi profiter bénéficier aussi aux victimes. Et moi, ma position, c'est que en tant que citoyen, il a le droit d'aller où il veut. D'ailleurs, il avait le droit d'être au débat hier, vu que c'était un débat public. Mais c'est au minimum maladroit de s'être pointé sur un débat comme celui-là, sachant les mises en examen et les accusations dont il fait l'objet. Voilà, je trouve que c'est au minimum maladroit, que c'est pas respectueux des intervenantes, des personnes qui ont organisé le débat et des femmes dans l'assistance qui potentiellement ont elles aussi subi des agressions sexuelles ou sexistes de la part d'autres hommes et qui se sentaient pour certaines en présence d'un potentiel agresseur. Donc du coup, c'est ça la position. Oui, mais est-ce que la présomption d'innocence elle est respectée au vu du public quand même, parce que tu l'as dit, tu l'as bien dit, Majid. Bah oui, mais il était coupable. Mais il n'était pas coupable, mais il n'était pas le bienvenu, si j'ai bien compris. Non, mais personne ne souhaitait qu'il reste. Ça a été dit dès le début. En fait, le souci, c'est pas de savoir s'il est coupable ou pas. C'est que, étant donné les charges qui pèsent contre lui encore aujourd'hui, même si la justice n'a pas été rendue, moi j'essaie de pas parler à la place des femmes. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai co-ouvert cette séance avec Sonia Pignot, ma collègue, parce que je souhaitais que ce soit la parole des femmes qui puisse être entendu, et juste après qu'on ait ouvert et qu'on ait présenté le pourquoi du comment de ce débat, une dizaine de femmes a pris la parole dans la salle. Toutes ont dit que la présence de Tariq Ramadan n'était pas souhaitée et pas souhaitable. Après, il y a eu des divergences sur la stratégie à adopter, est-ce qu'il fallait rester, est-ce qu'il fallait partir. L'immense majorité des femmes est restée, une partie est partie. Mais moi je rejoins. Mais est-ce que vous avez communiqué avec lui? Est-ce que vous avez été le voir? Est-ce que tu as été le voir toi en personne pour lui demander? Non, je suis pas allé le voir parce que moi en fait, en tant que mec, en plus, c'était un débat sur les violences faites aux femmes. Ouais. Et donc moi, ce que j'ai demandé en début de séance, quand les personnes ont commencé à voir qu'il était là, c'est qu'est-ce que vous souhaitez faire, qu'est-ce qu'on fait. Et moi j'ai plutôt écouté ce que les femmes voulaient faire plutôt que de dire voilà ce qu'on fait. Et donc et donc du coup les femmes dans leur grande majorité ont souhaité lui faire part dès l'ouverture du colloque qui n'était pas le bienvenu. D'accord. Certaines ont voulu partir, elles sont parties, mais l'immense majorité des femmes voulaient rester parce qu'elles ne souhaitaient pas annuler un colloque sous prétexte que Tariq Ramadan était présent. Elles voulaient que leur parole puisse quand même avoir lieu ce soir sur ces questions-là. Après, il a voulu. Quelle a été sa réaction, Majid? Quelle a été sa réaction? Est-ce qu'il est resté figé sur son siège Ah oui, il n'a pas ouvert la bouche de la soirée. La seule personne qui est intervenue, c'est sa fille. Pour rappeler qu'il était présumé innocent, qu'il y avait la présomption d'innocence, que personne n'a remis en cause par ailleurs. C'est même pas le débat. En fait, le débat, il n'est pas sur est-ce qu'il est coupable ou pas. La question, elle est sur le sentiment que peuvent avoir des femmes et il faut les entendre ces femmes-là, qui, au vu des accusations, au vu de ce qui est paru dans la presse, au vu de ce qui pèse sur Tariq Ramadan, je trouve que sa présence hier n'était pas souhaitée. Alors, et je pense que de lui-même, il n'aurait pas dû venir. Enfin voilà. Puisque tu parles de la parole aux femmes, ça tombe bien, j'en ai 3 sur le plateau aujourd'hui. Peut-être que Faiza a un avis à nous donner là-dessus. Est-ce qu'il s'agit d'une provocation? C'est la question qu'on pose d'ailleurs aujourd'hui. Que de venir participer à un colloque de la sorte, est-ce qu'il s'agit d'une erreur? Et encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause sa culpabilité. Ah non, c'est pas le débat. Voilà, c'est pas le débat. Le débat ne se situe pas là parce que la justice n'a pas tranché et donc jusqu'alors il est toujours présumé innocent. Faiza? Moi, je suis pas convaincue qu'il y ait une quelconque volonté de provocation ou une volonté d'être médiatisé quand il s'est passé ça. J'entends ce que dit Majid. Il sait que voilà, on se connaît. Il sait que on a beaucoup de convergence d'idées sur certains points militants et tout. Mais moi, sur cette question-là, la question que je me pose, c'est est-ce que quelqu'un qui est aujourd'hui présumé innocent a encore le droit de recouvrer un semblant, alors vraiment un semblant de vie sociale?
On connaît l'engagement militant de Tariq Ramadan sur un certain nombre de sujets. Il a expliqué ce matin via son compte Facebook qu'il était présent parce qu'il voulait assister à la prise de parole de Françoise Vergès qui fait des travaux sur le féminisme décolonial. C'était un sujet qui l'intéressait. Soit, est-ce qu'aujourd'hui quelqu'un qui est présumé innocent a le droit de participer à des événements, des événements culturels qui ont lieu dans sa ville? Moi, je pense que oui. Il n'est pas condamné. Il n'est pas bon pour l'instant. En plus, j'ai eu accès à certaines choses de son dossier. Pour moi, la seule chose dont pour l'instant on est sûr qu'il se soit rendu coupable, et ça le regarde lui et sa femme, c'est les questions des adultères. Alors, à ce moment-là, tant qu'il n'a pas été reconnu coupable et qu'il n'a pas été jugé pour ses faits, pour moi, je pense que sa présence à cet endroit-là, ce jour-là, aurait dû être complètement banalisée, invisibilisée. Il est là au même titre que d'autres. Qu'est-ce qui nous dit que dans d'autres conférences, il n'y a pas des mecs qui ont violé et qui ont été eux condamnés, qui sont pas médiatiques, qui sont pas politiques, qu'on ne connaît pas et qui sont là? Et ça dérange personne parce que personne ne le sait. Moi, je pense que Tariq Ramadan, c'est sa première apparition depuis sa sortie d'incarcération en novembre dernier. C'est un homme qui aujourd'hui est affaibli et malade. On doit lui permettre on doit le laisser vivre, même pas le permettre, on doit le laisser vivre. Mais est-ce que tu comprends la réaction des femmes, Faiza? Est-ce que tu comprends la réaction des femmes qui étaient présentes? Mais bien sûr que je peux comprendre. Je comprends, bien sûr que je comprends que ça puisse heurter quand on a été victime de violences sexistes ou sexuelles. Évidemment, ça peut heurter. Mais c'est, tu vois, je vais faire une comparaison qui est peut-être un peu extrapolée, mais je vais la faire quand même. C'est comme quand tu as des personnes qui ont été victimes de terrorisme et qui passent à côté de quelqu'un qui a une barbe ou un truc et qui du coup font tout de suite veulent plus voir de barbe, veulent plus voir de trucs et en fait ils tiennent pour responsables des gens qui sont pas forcément responsables. Et là sur ce coup-là, Tariq Ramadan, on pourra le blâmer, on pourra le lyncher quand il aura été reconnu coupable. Pour le moment, c'est pas le cas. Évidemment. Autre position, j'ai envie de dire, tiens, Nargis. Je suis d'accord et en même temps, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Faiza, mais en même temps, là où je trouve que l'exemple avec le terrorisme est peut-être pas forcément toujours pertinent dans le sens où là, Tariq Ramadan est identifié en tant que tel, alors que clairement, voilà, les gens qui ont peur d'un barbu, etc. C'est pour moi, c'est de l'amalgame. Donc moi, je comprends que des personnes aient pu être choquées et je pense que ce qu'il aurait pu faire pour prévenir éventuellement ces réactions-là, oui, voilà, c'est d'annoncer au moins sa présence. Mais après, voilà, je suis assez d'accord sur le fait que je pense qu'il ait quand même le droit de se rendre à ce genre de rassemblement, même si ça aurait été quand même mieux d'attendre la décision de la justice. Oui, Audrey. Alors, Nargis, tu as dit quelque chose d'important. Il a été identifié en tant que tel, et c'est peut-être là le problème parce que pour l'instant, il n'a pas encore été jugé, et il faut quand même essayer de garder un peu la tête froide. D'un côté, je peux comprendre. Mais ça c'est facile quand on est devant un micro. Il n'a pas été jugé. Ouais. Il n'a pas été jugé. C'est facile quand on n'était pas sur place lundi soir aussi. Non, mais bien évidemment. Mais quand je dis garder la tête froide, c'est par rapport à cette affaire, vu que comme il n'a pas été jugé, on ne sait pas s'il est coupable ou pas. Après, d'un côté, bien évidemment que je comprends les femmes qui ont eu une réaction virulente, qui ont voulu partir, qui lui ont même demandé de partir lui-même. Donc, bien sûr que je le comprends. D'autre part, je rejoins Faiza sur le fait que c'est un homme voilà, qui est resté plusieurs mois en prison. Il a peut-être évolué sur sa réflexion. Il a peut-être voulu, je suis pas dans sa tête, il a peut-être voulu montrer que justement il était Faire parler de lui, non? Probablement aussi, c'est une hypothèse qu'on peut envisager. De toute façon, c'est quelqu'un de brillant, il est intelligent et il sait très bien que personne lui enlèvera. Voilà, exactement. Quels que soient ses actes, on va décortiquer tout ce qu'il va faire. Donc après, à partir de là, il a peut-être voulu justement montrer qu'il faisait preuve d'empathie, qu'il se sentait concerné. Et effectivement, ça pose la vraie question. C'est tant qu'on n'est pas jugé, l'opinion publique prend-elle le dessus? Après, évidemment que c'est un sujet très grave. Je le minimise pas. Loin de là. Après, effectivement, c'était peut-être maladroit. Il aurait dû peut-être partir. Mais ça pose une vraie question. Et là, en cela, je rejoins Faiza. Oui, Majid. 3 femmes qui se sont exprimées là.
je reprécise, hein, Oui. j'entends parfaitement ce que vous avez dit toutes les trois. Oui. Et je pense qu'en fait, personne n'a raison et personne n'a tort. Ouais. Quand je dis personne n'a raison et personne n'a tort, je parle des femmes notamment, enfin, parce qu'on reçoit plein de conseils, genre fallait les sortir, genre fallait pas commencer, genre fallait annuler. Ouais. Or, toutes les personnes qui nous donnent des leçons alors qu'elles n'étaient pas là hier soir, en fait, il faut juste que ces personnes-là gardent le silence. Oui, c'est compliqué. Par respect pour les femmes, même pas pour moi, parce que en plus moi, en tant que mec, je fais vraiment attention à comment dire, à créer des conditions pour que la parole existe, mais je fais attention de jamais parler au nom de. Et en l'occurrence, c'est ce qui s'est passé hier. Les femmes, ce qu'elles ont vécu hier, notamment les intervenantes, pas hier lundi soir, c'était d'une violence inouïe. Ah oui. Vraiment Voilà, il y a un inouïe. truc. Quand on allait manger vers 10h30, on sentait encore la tension. On voulait plus en parler, mais en fait, on avait tous encore ça sur les lèvres. En fait, la question, elle est pas. Enfin, la question de sa culpabilité n'est jamais venue, en fait. Mais il y a, c'est vraiment pas le débat. La question, elle était sur, il y a quand même une question de timing. Il vient effectivement de sortir, et lui, en tant qu'intellectuel, c'est quelqu'un de très intelligent, il aurait dû se dire, c'est un débat sur les violences faites aux femmes. Forcément, la question des violences sexuelles va être abordée. Potentiellement, dans la salle, il y a des femmes qui ont subi ce genre de violence. C'est peut-être pas le moment d'y aller. Personne ne nie à Tariq Ramadan le droit d'avoir une vie sociale. D'ailleurs, il se balade à Saint-Denis, il prend des cafés, personne ne le lynche. Et d'ailleurs, quand il est sorti du débat, personne ne l'a hué. Personne n'est allé, personne ne l'a menacé, même verbalement. Personne. Personne. Oui. Parce que c'était pas l'idée, et que, encore une fois, on ne peut pas mettre quelqu'un dehors d'une mairie sans motif légitime. Et Tariq Ramadan ne troublait pas l'ordre public. Sa présence indisposait toute la salle, clairement, mais il avait le droit légalement d'être là en tant que citoyen. Donc la question qui se pose, c'est, en fait, c'est lui. Il aurait dû se dire, mais c'est pas le moment d'aller à ce type de débat. Surtout à Saint-Denis, parce que les gens n'attendent qu'une occasion pour nous tomber dessus sous des prétextes divers et variés. Moi, on m'a accusé de l'avoir invité. Enfin, voilà. Et je n'imagine pas un seul instant qu'il n'ait pas mesuré les conséquences de son acte. Ah oui, mais ça, c'est une certitude, voilà. bien sûr. Et moi, je pense que il aurait dû mesurer l'impact de sa venue. Donc c'est une provocation, on allait se Majid. faire défoncer par tout le monde. Il Majid, le savait. c'est une Et provocation pour toi? Que je comprends pas. Comment? C'est une provocation selon toi? Alors, je sais pas s'il s'est dit la veille avec sa femme et sa fille, venez, on va foutre le sbeul à la mairie de Saint-Denis. Mais je pense qu'ils en ont discuté, ils ont pesé le pour et le contre, et qu'au final, ils ont décidé d'y aller. Et je trouve que c'est une très mauvaise idée. Et du coup, est-ce que c'est une provocation volontaire de sa part? Je suis pas dans sa tête. Mais est-ce que ça peut être perçu comme une provocation, notamment par les femmes qui étaient là lundi soir? Évidemment. Évidemment que ça peut être perçu comme ça. Et que du coup, ça laisse une trace. Le débat n'a pas pu se tenir dans des conditions sereines. D'une certaine manière, la parole de ces femmes-là, pour un débat qu'on a mis des semaines à organiser, elle a été d'une certaine façon confisquée. Et pour ça, on lui en veut, évidemment. On lui en veut. Et son message qu'il a posté n'enlève rien à tout ça. C'est-à-dire que Françoise Vergès, s'il veut l'écouter, il a 12 000 occasions de le faire. Elle fait des tournées sur son bouquin assez régulièrement. Elle est dans des petites librairies dans lesquelles elle traite de son sujet, de son bouquin. Là, il savait que c'était pas Françoise Vergès, mais qu'il y avait plusieurs intervenantes et que la question des violences, elle était très large. Donc je comprends pas qu'il soit pointé, très honnêtement. Hein. Et du coup, encore aujourd'hui, on a dû gérer le SAV derrière. C'est vraiment hyper violent, quoi. Évidemment que personne n'était au courant de sa venue. Ah non, mais évidemment que non. Non. Et puis en plus, il y a encore une fois, même s'il avait prévenu de sa venue, c'est hyper compliqué à gérer. C'est un citoyen, il a le droit de venir à. Non, on a bien compris. En tout cas, la démarche, elle est intéressante. En tout cas, de ce que tu nous traduis, de ce qui s'est passé et de la réaction de ces femmes. Encore une fois, il s'agit bien de rappeler que les femmes n'ont en aucune manière dit qu'il était coupable, etc., et qu'ils trouvaient que c'était un problème de timing. On est un peu d'accord là-dessus. Voilà. Il est accusé. La présomption d'innocence, elle est établie. Elle a été rappelée hier, notamment par les intervenantes. Mais il est accusé de faits dont on traitait le sang même. Oui, c'est ça qui est un peu compliqué. Voilà, c'est ça. C'est hyper compliqué. C'est juste, en fait, c'est vraiment ça le fond du problème. Et si vous regardez les réactions, notamment sur les réseaux sociaux, on n'est que là-dessus. Personne ne dit il est coupable ou même il est innocent. Effectivement, il y a une présomption d'innocence, mais moi je me mets pas à la place parce que c'est impossible.
mais j'écoute vraiment la parole de ces femmes-là qui étaient mais outrées pour certaines dans la salle, mais qui sont restées parce qu'elles voulaient pas lui laisser la place. Et ça, je pense qu'il faut qu'on l'entende. Voilà. Bon, bah merci beaucoup en tout cas de nous l'avoir traduit, Merci mon cher Majid. Merci, à très bientôt. Au revoir Faiza, au revoir Nargis, au revoir Audrey. À bientôt, Majid. Merci Au revoir. Majid Messaouden, évidemment élu de Saint-Denis, qui nous traduisait un petit peu ce qui s'est passé au cours de cette soirée, qui est élu de Saint-Denis, donc chargé de l'égalité femmes-hommes. Vous, auditrices, auditeurs, parce que les résultats sont quelque peu différents selon les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Twitter, la question que l'on pose aujourd'hui, est-ce qu'il s'agit selon vous d'une provocation que de se rendre effectivement à un débat sur les violences faites aux femmes quand on s'appelle Tariq Ramadan? Eh bien, c'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, le grand forum FM2. Vous êtes 36% à penser que oui, c'est une provocation. Et 55% de oui, oui c'est une provocation sur Twitter. Vous nous appelez aussi au 01 40 33 9000 pour avoir votre avis, parce que ça nous intéresse vraiment. Chacun a ses arguments, c'est intéressant, mais je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table. Je sais pas, en tout cas Faiza, franchement c'est une erreur de timing, ni plus ni moins, c'est tout. Non, franchement non, Christophe. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Peut-être que je rame à contre-courant, mais non, je suis pas d'accord avec ça pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de timing pour ça. Il l'aurait fait il y a 1 mois, il y a 6 mois, dans 6 mois, dans Ça 1 an, peu importe dans quelle conférence il serait apparu. Mettons, imagine tout simplement, rassemblement annuel des musulmans de France en avril prochain. Imagine qu'il soit dans le public. Mais là, il va se faire lyncher parce que il a commis un adultère qu'il a reconnu. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait dans un salon musulman? C'est pareil. C'est Où clair. qu'il apparaisse, il sera posé comme un problème. Même s'il apparaissait n'importe où, dans n'importe quelle conférence, ce sera un problème. C'est vrai que là, sur la question des violences faites aux femmes, et évidemment, c'est encore plus c'est délicat. exacerbé quand même du fait du sujet, je trouve. Ouais, mais il a dû, Parce que il a dû peser le pour et le contre. Hein, Oui, bien forcément. sûr. Mais Bah, est-ce que tu t'enfermes et à ce moment-là, voilà. tu reconnais à demi-mot que non, c'est pas ta place et que bon, tu cèdes aux pressions et aux gens, ou est-ce que toi, dans ta tête, puisque tu es convaincu de ton innocence et que tu c'est ce que tu prônes au quotidien, Oui, est-ce c'est tu vrai fais que comme vu si sous de cet rien angle. n'était? Mais Et je lui, suis- il maintient ça. Bien Il sûr. dit, je n'ai rien fait, je vais être acquitté, il va y avoir un non-lieu dans cette affaire. Alors, c'est vrai que dans cette démarche-là, pour quelle raison est-ce qu'il se priverait de ce type d'événements qui sont quand même des Vu événements sous cet angle, Enfin, Faiza, oui. Moi, Oui, c'est vrai. J'habite Nice, tu vois, Ouais, j'habite ouais. Nice. Il n'y a Oui. pas ce type de conférence, il n'y a pas tout ça. Ouais. Moi ici, là voilà, depuis ce matin, on voit Christian Estrosi qui va interdire Oui. les manifestations. Ils vont venir faire le sbul à Il Nice coupe des des Gilets jaunes. libertés, il coupe des trucs et tout. Des événements comme ça, de ce type, sur des questions féministes, sur des questions décoloniales, sur des, en tout cas, qui sont issus du militantisme antiraciste, il y a ça que en région parisienne, et c'est vrai que le département de la Seine-Saint-Denis est quand même très actif sur ces questions-là. Pourquoi est-ce qu'il se priverait de ça? Il a la chance de pouvoir participer à des trucs comme ça. Moi, je suis désolée, demain, je suis accusée de n'importe quoi. Si moi, dans mon fort intérieur, je sais que je suis innocente, mais allez tous vous faire voir, je vais là où je veux. Mais c'est une façon. c'est la mais Faiza Ben Mohamed mais qu'on c'est aime. une façon indirecte de le dire, quoi. Oui. Alors tiens, on va prendre l'avis d'Hicham qui nous appelle. Bonsoir Hicham. Bonsoir, salam Bonsoir. à tous. Salam Hicham, Bonsoir. bienvenue. Bonsoir. Salem. J'appelle en fait pour réagir un petit peu parce que c'est vrai, j'entends tout ce que vous avez dit avec la présomption d'innocence et tout ce qui va avec. Oui. Mais moi, j'essaye pas de me mettre à sa place. Mais quand tu sens que tu flingues un coloc, t'as vu, si t'es venu pour entendre une intervention et que tu vois que le coloc n'avancera pas parce que t'es là, est-ce que c'est pas mieux de se retirer et de laisser avancer les choses? Après, t'es innocent, je sais que ça fout les boules, mais quand même, le but, c'est que le colloque se fasse dans de bonnes conditions. Il a peut-être pas voulu courber les chines. C'est ça. Il a dû se dire, si je pars, je me rends coupable d'une certaine manière. Peut-être, je sais pas, je suis pas dans sa tête. Hein. S'il est venu, il a forcément une raison. Bah c'est là qu'on voit que pédagogique finalement c'est derrière. compliqué. Ouais, Voilà. mais je pense que ça dépend comment il l'aurait fait en fait. Je pense que c'est une question vraiment de manière de faire en fait. Oui. Même sa présence, je pense qu'il aurait pu minimiser au moins je pense les conséquences que ça a eu. Hicham, Parce que- oui, Hicham, Non, vas-y. je voulais juste revenir sur Ouais. le monsieur, l'élu Majid, qui se sont pris la tête à tout organiser et à tout faire pour que ça se passe bien et qu'au final, qui en ressort, c'est juste que Tariq Ramadan a participé. Oui, Moi, c'est un peu embêtant. Le ressenti de Majid, je pense pas, tu vois, c'est pas terrible, quoi.
Bah, d'où la difficulté en fait de traiter cette question finalement, parce que les arguments, par exemple émis par Faiza, sont entendables et oui, ça peut être aussi mon cas aussi. Moi, j'imagine peut-être être accusé d'un truc et persuadé de mon innocence. Je suis un peu comme Faiza, moi je veux dire, je vais où je veux, et si on me reproche quoi que ce soit, je dis allez vous faire voir, moi je suis innocent, voilà. Mais bon, c'est vrai qu'après il y a une question aussi peut-être de ne pas vouloir perturber par une présence qui peut être gênante pour un colloque sur un sujet aussi sensible. Bref, c'est compliqué, et il y a personne, comme disait Majid, il y a personne qui a raison et personne qui a tort. Voilà. C'est vrai, ça c'est une bonne formule. Bah oui, non mais voilà, vous voyez, quand on en parle en fait ensemble, c'est là qu'on se rend compte finalement que on n'a pas un avis, on peut pas avoir un avis aussi tranché et tranchant sur le sujet. Merci en tout cas Hicham de ta venue dans le Grand Forum. Salut à toi mon ami, à bientôt. 01 40 33 9000 pour prendre la parole bien sûr. Dans un instant, on va parler avec Audrey de son avis tranché à suivre, mais auparavant elle nous fera découvrir un morceau que beaucoup connaissent d'ailleurs en guise de coup de cœur. Ça sera le coup de cœur donc d'Audrey Pronosti, suivi de son avis tranché, et on continuera d'accueillir vos appels. On parlera un peu de Castaner. Vous savez quoi, là, il paraît que j'ai appris cet après-midi, les filles, que Emmanuel Macron sollicitait l'armée pour assurer la sécurité samedi prochain pour l'acte 19. Ça vous choque ? Bien sûr. Alors, non, mais attendez, l'armée est déjà activée sur les manifestations des Gilets jaunes depuis plusieurs semaines via des blindés de la gendarmerie française qui sont présentes à hauteur de 14 sur l'île de France. C'est pas nouveau. La seule chose qu'ils ont annoncé tout à l'heure, c'est le déploiement des forces Sentinelle, de l'opération Sentinelle. Pour la sécurité des bâtiments publics. Qui sont les forces Sentinelles, elles sont déjà mobilisées depuis 2015 avec des budgets colossaux pour sécuriser effectivement les bâtiments sensibles, les synagogues. Tous les lieux, les sites juifs sont protégés par l'opération Sentinelle depuis le déploiement de l'état d'urgence en 2015 après l'attentat de Charlie. Oui. Là, c'est pas vraiment quelque chose de nouveau. Les mosquées, paraît-il, depuis ce qui s'est passé en Nouvelle-Zélande. Il a annoncé, mais il a pas encore. C'est pas encore. D'accord. Non. Et puis les mosquées, les sites musulmans sont à hauteur de 2500 en France, et on sait que depuis 2015, on en a à peu près. Même pas à peu près, j'ai le chiffre exact, c'est 1047 qui sont surveillés. Mais qui ne sont pas surveillés forcément par les opérations Sentinelles. C'est-à-dire que les opérations de sécurisation peuvent être faites par la police ou la gendarmerie. Bon, allez, dans un instant, on est de retour très vite parce que ça passe super vite quand on est bien accompagné, comme c'est le cas aujourd'hui, comme chaque jour d'ailleurs. Faiza Ben Mohamed, Audrey Pronosti, Nargis sont avec nous et en direct avec vous sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h. On peut pas rester insensible à ça, c'est impossible les filles, qu'est-ce que vous en pensez ? Impossible. Moi j'adore sa voix en plus, Amenel. Elle nous a transportés là pour le coup. Magnifique Benel. Et franchement on peut vraiment comment dirais-je, c'est embêtant qu'elle soit partie là-bas aux États-Unis, qu'elle ait quitté la France, parce qu'en même temps on peut la comprendre vu ce qu'elle a subi. Bien sûr. En même temps, l'enchage médiatique, ça a été dur à vivre, je pense, pour elle. Ah oui, voilà. Bon, alors, on va passer maintenant à l'avis tranché, avant de parler d'une personnalité tranchante, Castaner, qui a été convoqué au Sénat hier. Ça sera dans un instant, mais pour l'heure, donc, c'est un avis tranché que nous propose donc d'écouter. C'est celui d'Audrey Pronosti. Jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Audrey Pronosti, donc pour son avis tranché, ma chère Audrey, tu sais comme j'ai une mémoire de poisson, évidemment, donc le titre de ton avis tranché, pardon, tu viens de me le dire il y a 2 minutes. Le titre, c'est La haine des autres. La haine des autres, voilà. Donc par Audrey Pronosti. J'avance, je vois avec prudence, j'observe avec patience et je regarde tout autour de moi, toute cette souffrance. Ce que l'humanité peut de faire de pire, ce qu'elle engendre comme délire, la haine des autres, sans équivoque, nous ravage. Elle décime sans exception tout sur son passage. Aux prises entre colère et désespoir, mon cœur s'interroge sur leur trajectoire. Si certains ne veulent pas la nommer, il est bel et bien question d'une société gangrénée. Un mal qui se répand dans les esprits peu à peu, tel un poison, la haine de l'autre rend malheureux.
Telle une onde de choc, paralysée de douleur, nous assistons désemparés avec le sentiment de peur à une succession de crimes contre l'humanité et à une vague d'animosité décomplexée. Mais je veux dire à tous ceux qui tuent, à tous ceux qui sont perdus, à ces individus, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas notre haine. Dans un monde où la violence est omniprésente, que les médias traduisent cette déferlante, nous distinguons ce malaise avec effroi, sonnés, choqués par le désarroi. On essaie de comprendre pourquoi tant de divisions, comment justifier tant de perversions, sans prendre à son semblable un acte totalement irrémédiable. Sous seul prétexte que nous sommes différents, que cela gêne les esprits les plus intolérants, alors je veux dire à tous ces gens, aujourd'hui, à présent, ici et maintenant, notre combat est permanent. Notre lutte contre ces idées destructrices, contre ces idéologies réductrices, nous vous combattrons par le savoir, par cet immense pouvoir, loin d'être illusoire. Non, vous n'aurez pas ma haine, vous n'aurez pas notre haine. Et si l'amour et le respect de l'autre vous est étranger, alors c'est l'étranger qui viendra à vous et vous donnera la clé, celle de ce qui vous a toujours manqué, l'empathie, le courage et la dignité. Audrey Ponosti pour son avis tranché. Alors Nargis? Super touchant. Je trouve que ça exprime bien la sensation, ou en tout cas les émotions, les réactions qu'on peut avoir quand on est confronté à des actes de haine, comme il y en a eu malheureusement très récemment, donc en vendredi dernier en Nouvelle-Zélande. Et je trouve que c'est important de souligner le fait que on ne jouera pas le jeu de la haine qui se répand de plus en plus, et que voilà, on restera digne et aimant envers les autres. Non, mais ça paraît comme ça un peu angélique, mais en attendant voilà. Mais c'est important. En attendant, ils n'auront pas notre haine. Exactement. C'est ça. N'est-ce pas, Faiza? Elle est où, Faiza? Elle s'est barrée, Faiza? Elle va revenir. Ça y est? Elle est partie? Revenir. Bon, on va essayer de reprendre contact avec elle. Ouais. Ah oui, effectivement, elle est plus là. Bon, on va la rattraper au vol. On va accueillir Razika qui est avec nous et qui nous appelle d'Orléans. Bonsoir, Razika. Oui, bonsoir Audrey, bonsoir Faiza qui est toujours parmi nous. Bonsoir. Donc moi je reviens sur l'affaire Tariq Ramadan, où je rejoins un peu les propos de Faiza Ben Mohamed, où en effet Monsieur Ramadan, je partage pas ses points de vue, loin de là. Il a été lynché à tout départ, mais il a subi des pressions médiatiques, quand bien même la présomption d'innocence prime toujours. Ce monsieur doit faire son retour médiatiquement. Je pense que c'était un bon coup de com', notamment à toutes ces femmes qui l'ont accusé, pour bien montrer en fait qu'il n'avait rien à voir avec les violences, malgré qu'il a commis un adultère. Mais quoi qu'il arrive, à la première présentation qu'il aurait faite, on aurait parlé de lui. Maintenant, les femmes qui lui portent accusation n'ont fait aucun tweet quant à son déplacement sur ce style de débat. N'ont pas discuté, à ce que je sache. Ils n'ont pas remis en cause le fait qu'il s'est déplacé à cet endroit. Merci Razika pour votre point de vue, en tout cas depuis Orléans. Vous écoutez sur le 102.6. On a retrouvé Faiza, hein, c'est ça? Elle est là. Oui, je suis là. Tu t'étais barré comme ça, hein? Tu t'es parti. Mais non. J'ai pas pu écouter le coup de cœur musical d'Audrey. Ah ouais? T'as loupé Ménel. Comment t'as pu louper Ménel? Je sais pas, écoute, vous m'avez trahi. Non, comment ça, on t'a trahi? C'est elle qui se barre et c'est nous qui trahissons. Bah alors bravo. C'est de mieux en mieux. C'est la connexion qui t'a trahi. Ouais, c'est ça, voilà. Alors, on va parler un peu de Castaner, si vous voulez bien. Christophe Castaner, qui est ministre de l'Intérieur, je le rappelle. Il a fait face pendant 3 heures au sénateur hier après-midi, le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nunez également, et le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, étaient là. Ils étaient auditionnés par les commissions des lois et des affaires économiques du Sénat. Christophe Castaner a prié de s'expliquer sur les violences de samedi dernier sur les Champs-Élysées. Il a défendu ses choix en matière de maintien de l'ordre, des explications qui n'ont pas vraiment satisfait les sénateurs. Une question qui est revenue souvent dans la bouche des sénateurs:
Le gouvernement était-il prêt face au risque de violence? A-t-il fait ce qu'il fallait? Jacqueline Eustache-Brignot est sénatrice des Républicains. Elle l'a rappelé. Comme beaucoup de Français, j'imagine, je n'ai toujours pas compris comment nous en sommes arrivés au saccage des Champs-Élysées samedi. Entre autres, bien entendu, et face à un Christophe Castaner qui ne change rien, pas une virgule de sa ligne de défense. Le gouvernement avait bien anticipé les risques, mais ces consignes n'auraient pas été suivies par le préfet de police de Paris, limogé cette semaine, comme vous avez peut-être pu vous en rendre compte. On fait part au préfet de police d'une consigne extrêmement claire. La plus grande fermeté. Cette consigne n'a pas été exécutée convenablement. Il y a eu des dysfonctionnements, ils ont causé des violences. Comment vous qualifiez en tout cas ce manque de pas de mea culpa en tout cas dans la bouche du ministre de l'Intérieur, des réponses qui quand même sont loin de convaincre. En l'occurrence, Faiza, c'est pas moi, c'est les autres. Bah, il y a un vrai refus manifeste de la part de Christophe Castaner et de tout l'ensemble du gouvernement même de reconnaître leurs erreurs, de reconnaître leurs lacunes. Je crois que là, le limogeage du préfet de Michel Delpech, le préfet de Paris, il pose aussi problème. Si lui il est sanctionné, c'est qu'il y a sa hiérarchie aussi. Il a une hiérarchie. Pourquoi est-ce qu'on ne sanctionne pas le ministère de l'Intérieur pour ces faits de violence, pour ne pas avoir garanti la sécurité dans l'hypercentre de Paris? Je crois qu'il y a une volonté manifeste du gouvernement de sauver le soldat Castaner au détriment de Pion. Oui, parce qu'on parlait de fusibles. Vous savez, souvent dans ces genres d'affaires, c'est souvent le préfet qui prend en premier. Il y a également le responsable de la sécurité de Paris qui a été limogé, qui a été suspendu. Mais Castaner, dans une démocratie dite normale, Audrey, c'est pas le ministre de l'Intérieur, le premier flic de France, qui devrait quand même s'en aller? Bah évidemment, au même titre que beaucoup de monde d'ailleurs et toute l'opposition le réclame aujourd'hui son départ. Mais lui, il considère qu'il n'est pas responsable tout simplement parce qu'il a donné des prérogatives et qu'elles n'ont pas été suivies. Donc il précise être responsable de ses propres décisions, mais qu'il n'est pas responsable du fait qu'il y a eu une défaillance et qu'on n'ait pas suivi ses consignes. Après, voilà, il insiste sur le fait qu'il va changer sa doctrine pour sa politique justement pour la semaine prochaine. Il essaye de se rassurer comme il peut, mais lui en plus il insiste en plus sur le fait qu'il n'a jamais eu un doute sur le fait de démissionner ou pas. Vraiment. Nargis, ça t'a choqué les images des Champs-Élysées saccagées, pillées samedi dehors de l'acte 18? Oui, bien sûr. Je m'attendais pas. Tu dis bien sûr, tu sais qu'il y en a qui sont pas été choqués, hein. Pour eux, c'est normal. Bah, oui, ils les comprennent en tout cas ces violences. Oui, je les comprends, mais ça reste, je le trouve toujours très choquant de voir s'exprimer une telle colère, une telle, de voir de la casse, ce genre d'émeute, on va dire. C'est toujours un peu, je trouve toujours très choquant. Mais je pense qu'encore une fois, ça met en avant l'incompétence qu'il peut y avoir à gérer. Excuse-moi Nargis, si je peux me permettre, moi ce qui me choque c'est qu'on puisse mettre tout le monde dans le même panier et de dire que tous les manifestants qui étaient sur les Champs-Élysées étaient des casseurs. Non, bien sûr, oui, c'est ce qu'on dit Castaner et les politiques. Et ça, bien sûr, c'est pas ce que je dis. Voilà. C'est pas mais je voulais juste rajouter le président Macron a dit tous ceux qui étaient là se sont rendus complices. Mais ça, c'est un comportement assez classique de réduire ce qui va poser problème, ce qui va choquer une majorité qui ne participe pas à ce genre d'activité. C'est assez logique et c'est une tentative de décrédibiliser toujours le mouvement, et c'est à chaque fois on met l'accent sur ça, mais il n'empêche que ça reste toujours je trouve surprenant à constater. Même si tous les manifestants n'ont pas et pour moi c'est absolument pas la majorité, même si c'est une minorité de manifestants qui se livrent à ce genre d'activité. Castaner doit partir, Faiza? Alors c'est un peu délicat. Tu vois, moi je pense que je suis pas fan de dire il faut démissionner à chaque fois qu'il y a quelque chose, parce que je crois que c'est ce siège là qui est pourri de l'intérieur, et que peu importe qui s'assiera dessus, il sera en difficulté. Et là il y a un malaise profond. Le malaise il est social en France, et peu importe quelle personne viendra remplacer Christophe Castaner, le problème restera le même. Ça changera rien. Ouais, on va juste déplacer le curseur sur quelqu'un d'autre. Après, il faut comprendre aussi qu'Castaner est en place depuis le mois d'octobre. Il est au cœur de cette problématique des gilets jaunes depuis le début de son mandat de ministre de l'Intérieur.
c'est vrai qu'il y a, enfin, c'est peut-être aussi une période qui est pas facile et que voilà, il est confronté à un certain nombre de soucis. En plus, là, il a été hyper fragilisé la semaine dernière avec la divulgation d'une vidéo qui le montre en train de boire des shots de vodka et d'embrasser une femme qui n'est pas la sienne un soir de manifestation des Gilets jaunes. C'est hyper problématique pour l'image. Grave. Ouais, grave, pour un ministre de l'Intérieur qui doit être normalement disponible 24 heures sur 24, 4 jours sur 7, comme il l'a dit d'ailleurs. Bon, ça c'était pour la petite histoire. Alors pour finir, Christophe Castaner a révélé lors de cette audition quand même que les casseurs avaient tenté de pénétrer l'Arc de Triomphe ce samedi. Prochaine étape pour le ministre de l'Intérieur, des auditions programmées cette fois par la commission des lois de l'Assemblée. Elles auront lieu la semaine prochaine. Et certains d'ailleurs disent que c'est trop tard. Affaire à suivre en tout cas dans cette ce passe-passe politique. J'en profite pour vous signaler que ce soir la chaîne BFM TV organise un débat justement à propos des gilets jaunes, des violences et compagnie, avec 6 responsables de partis. Alors de mémoire, il y a Wauquiez, il y a Mélenchon, il y a évidemment Le Pen, il y a pour le Parti socialiste Olivier Faure, j'en ai oublié je crois, Faiza, aide-moi. Mélenchon, Stanislas Guérini pour la République en marche. Voilà, c'est ça. Guérini pour la République en marche, donc c'est 20h50 en débat et beaucoup se plaignent de ne pas avoir été invités à l'image de Jadot ou encore de quelques-uns, enfin je sais plus, enfin, il y en a qui sont pas contents quoi. Allez, on passe à autre chose, coup de cœur de Nargis. France Maghreb 2, le coup de cœur. Que ceux qui n'ont pas envie de passer leur soirée politique, ils peuvent aller regarder Grey's Anatomy sur la une. Ah ouais, c'est vrai. Il y a la nouvelle saison, franchement ce sera plus intéressant que de les voir se battre. Mais tu vas sur Netflix, t'as forcément quelque chose qui va te plaire. Allez, jingle. France Maghreb 2, le coup de cœur. On sait ce que regarde Faiza maintenant le mercredi soir. Bon, ma chère Nargis, ton coup de cœur. Oui, alors mon coup de cœur c'est l'ouvrage de Karima Lazeli qui est sorti en début d'année, qui s'appelle Le trauma colonial. Donc Karima Lazeli, c'est une psychanalyste franco-algérienne et en fait elle a remarqué chez certains de ses patients certains troubles qu'elle rattache à une conséquence de l'effet. En fait, elle constate un effet psychique de la colonisation qui est notamment par les crimes et par la violence extrême que ce système, donc elle parle de la colonialité, donc le système colonial que le système colonial implique. Elle parle donc d'un effet de blanc ou d'effacement de mémoire et de paroles qui conduisent à de véritables troubles chez certaines personnes et surtout qui s'est transmis de génération en génération. Et en fait, je vous invite vraiment à lire son livre parce que elle explique ça très bien, qui s'appelle Le trauma colonial. Le trauma colonial. Et c'est très accessible à lire. Elle l'écrit pas du tout sous une forme très on va dire académique, qui peut être parfois rébarbative, mais voilà, c'est très accessible et elle présente ça un peu comme une enquête et voilà, c'est très intéressant, vraiment. Très bien, rappelle-nous le nom du livre, l'éditeur, etc. Le trauma colonial aux éditions La Découverte, Karima Lazeli. Très bien, parfait, nickel. Vous avez une bonne idée de lecture pour éventuellement ce week-end. Allez, dans un instant, on va le zapping. Ah, le zapping, oui, il est bon. Tiens, le zapping. On a du Marlène Schiappa, ça vous fera plaisir. Du Benjamin Griveaux. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du lourd dans le zapping. Hein, à suivre donc sur France Maghreb 2. Les infos zappées. Tiens, on parlera un peu de Google, on parlera d'un peu d'économie. Et puis tiens, Castaner, toujours le même, qui a demandé à ce qu'on comment le terme exact, c'est à propos de 4 groupes qu'il demande à ce qu'ils soient dissous. Voilà. Ah oui. Je suppose que tu as suivi ça, Faiza. C'était ce matin au Conseil des ministres. On en reparle dans un instant avec vous. Évidemment, de l'Algérie, il en sera question parce qu'à chaque jour, de nouvelles informations et avec un avis tranché signé Nargis, dont le titre est Algérie, connais-toi toi-même. Algérie, connais-toi toi-même. On essaie de se connaître et on est ensemble chaque jour de 16h à 18h sur France Maghreb 2. Ça s'appelle le Grand Forum. Soyez les bienvenus les amis, 01 40 33 9 000. J'espère qu'on aura le temps de faire un petit libertad. D'ailleurs, écoutez bien ce qu'elles vous disent. Que ce soit Faiza, Nargis, Audrey, vous n'êtes pas d'accord avec elle, vous pourrez le dire tout à l'heure. Ou d'accord d'ailleurs. N'hésitez pas aussi à le faire. À tout de suite. Aïe aïe aïe, on est bien avec vous sur France Maghreb de tous les jours 16h 18h avec aujourd'hui un plateau 100% féminin et pourtant c'est pas la journée de la femme aujourd'hui. Audrey Pronosti, Faiza Ben Mohamed et Nargis sont avec nous aujourd'hui. Dans un instant, Nargis qui va nous livrer un petit avis tranché sur l'Algérie. Mais pour l'heure, le zapping.
si on prend 100 millions d'Africains. D'un remplacement de population. Bon, voilà. Parce que les mots bamboula, d'accord, ça veut dire. Maintenant, moi, très franchement, je vois un barbu en djellaba. La réimmigration, c'est le départ des immigrés. Réellement le déradicaliser, est-ce que c'est possible? Donner une bonne dose de cheval. Si la connerie se mesurait, il servirait de maître étalon. Et pour commencer ce zapping, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, eh bien, direction le gouvernement qui tente de sortir de cette crise, hein, donc suite aux dysfonctionnements qui se sont déroulés samedi concernant les violences aux Champs-Élysées, à l'image de Benjamin Griveaux, invité de la matinale d'RTL ce matin au micro de Elisabeth Martichoux. Écoutez plutôt. Il ne s'agit pas d'accabler Christophe Castaner, c'est pas du tout le sujet, mais on l'a vu, le ministre dans la salle de commandement samedi, il y avait des images, il avait accès à toutes les informations en temps réel, tout lui remontait, c'est le ministre de l'Intérieur. Et vous dites qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait? Mais ce que je vous dis aussi, c'est que lorsque vous déployez des troupes, ça ne se fait pas dans l'heure qui suit ou quand vous voyez que la situation a tendance à vous échapper sur un moment. Ça n'est pas ce que... Écoutez, je n'aime pas ces mises en accusation, ces mises au pilori. Je déteste ça. Je trouve que ça n'est pas acceptable de dire cela. Ce que je dis, c'est qu'il y a des responsabilités qui ont été clairement établies, qu'il y a eu des dysfonctionnements, que nous l'avons reconnu dès lundi. Ne cachons pas la responsabilité qui est celle de mauvaise doctrine d'emploi qui s'est faite samedi et qui ne se reproduira pas à l'avenir. D'abord parce que nos forces seront plus mobiles. Les conditions d'emploi de la force et d'interdiction de manifester dans certains lieux seront établies pour les futurs week-ends, c'est important. Et puis, je le dis aussi, il y a une loi qui s'appelle la loi anti-casseurs, dont j'entends beaucoup nos oppositions s'émouvoir de ce qui s'est passé samedi, et dont beaucoup qui s'émeuvent depuis samedi ne l'ont pas voté, l'ont condamné, l'ont considéré comme liberticide. Cette loi en vigueur aurait permis sans doute d'avoir des éléments émeutiers moins nombreux sur les Champs-Élysées samedi dernier. En fait, c'est toujours la même chose, quoi. C'est la faute des autres, toujours, quoi. Hein, pour ce gouvernement, en tout cas. Là, il accuse l'opposition voilà. Donc, on a reconnu nos fautes, mais c'est pas de notre faute finalement. C'est un peu ça. C'est un peu à ça que ça ressemble. Pour ce qui est de Griveaux, je sais pas s'il y en a une d'entre vous qui souhaite commenter. Non, mais bon, Christophe Castaner avait précisé qu'il y a eu un certain nombre de contrôles qui avaient été faits, environ 7000 par rapport aux 10 000 manifestants en tout cas qui étaient sur les Champs-Élysées, que effectivement ils avaient essayé d'être vigilants, mais que un certain nombre avaient démantelé les échafaudages et que du coup ce genre d'actes ne pouvait pas être anticipé. Voilà. Alors, on a aussi sur une autre radio, la radio concurrente, y a-t-il un flou au sein de la majorité En Marche, de la République En Marche, au sujet de la laïcité? Une réunion qui aura lieu d'ailleurs ce soir à ce propos. Question qui a été posée par Audrey Crespo-Mara ce matin sur Europe 1 à Marlène Schiappa, la secrétaire d'État. Au sujet de Christophe Castaner, ce soir, La République En Marche organise à votre initiative un débat sur la laïcité. En février 2018, Christophe Castaner comparait le voile islamique au fichu de nos grands-mères. Aurélien Taché le compare à un serre-tête. Vous pensez que le voile fait la promotion de l'islam politique. Combien de temps la majorité pourra-t-elle rester dans un tel flou sur la laïcité? Alors d'abord, les positions des uns et des autres sont un peu plus nuancées que cela. Aurélien Taché lui-même a reconnu une maladresse dans sa comparaison. En ce qui me concerne, il s'agissait du voile lorsqu'il est utilisé par des responsables politiques. Mais je pense qu'il faut à la fois interroger la liberté des femmes, comme en Iran par exemple, ou dans d'autres pays. Et je pense là à Nasrin Sotoudeh, à pouvoir sortir sans voile, sans être condamnée pour cela. Mais dans le même temps, moi je ne fais pas partie des gens qui veulent interdire le voile, ni à l'université, ni dans l'espace public, ni même dans les sorties d'école pour les mères d'élèves. Et ce flou de la majorité? Je crois que c'est pas un flou, justement, chacun est moins caricatural que ce qu'on veut bien le dire. Et surtout, moi je crois que la laïcité, ça n'est pas synonyme de hijab. Ce que nous allons faire ce soir, ça n'est en aucun cas un débat ni sur l'islam, ni sur le voile, ni sur le hijab. C'est vraiment un débat sur la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience, l'organisation des cultes, la séparation des églises et de l'État, etc. Alors, la députée Anne-Christine Lang ne veut pas de candidate La République En Marche voilée au municipal. Et vous, que ce soit au municipal ou aux européennes, l'accepteriez-vous? Moi, je pense que c'est pas un sujet. D'abord, il y a des instances dans le mouvement. C'est pas à moi, Marlène Schiappa, de décider. Vous n'avez pas d'avis, vous n'avez pas d'opinion là-dessus. Moi, je crois que c'est pas utile de crisper inutilement sur de tels sujets. Je pense pas que la question se pose à ma connaissance. Si d'aventure la question se posait, s'il y avait une bonne candidature d'une femme voilée, je pense que ça devrait être étudié au cas par cas. Mais actuellement, il n'y a rien légalement qui empêche une femme qui porte un voile de se présenter à des élections.
Et ben voilà, c'est dit pour Marlène Schiappa, en tout cas secrétaire d'État sur Europe 1. On continue à dire voile islamique, hein, c'est très bizarre quoi, comme terme employé sciemment d'ailleurs par les journalistes et par les politiques. Marlène Schiappa, elle est en train de ravaler un peu son pour faire poli quoi. Faiza, tu m'as compris? Franchement, Marlène Schiappa, j'ai bien compris. Franchement, je sais même plus quoi dire, quoi. Je peux plus. Elle est là, elle organise un débat sur la laïcité, soi-disant dans le cadre du grand débat national. Jamais un seul gilet jaune n'a revendiqué la refonte du principe de laïcité. Enfin, ça fait pas partie du tout des revendications qui sont plutôt sociales et économiques. Exact. Qu'est-ce qu'elle fout à aller débattre de la laïcité avec des gens qui sont partisans d'une modification ou en tout cas d'une ligne dure de la laïcité qui n'est pas dans l'esprit de la loi de 1905. En fait, elle dénature le truc, elle veut débattre avec Laurent Bouvet et Raphaël Enthoven. Je suis désolée, mais non, quoi. C'est juste pas possible. Je sais pas ce qu'elle fabrique là. Est-ce que c'est son rôle déjà de tenir un débat sur la laïcité? Je crois pas qu'elle soit attitrée à ça au sein du gouvernement. Il y a quand même un observatoire qui est sur une ligne opposée à celle des intervenants qu'elle a choisis. Franchement, il faudrait qu'elle se taise. Oui, d'accord, ok. On lui transmettra éventuellement à Marlène Schiappa. Nathalie Chuc, vous connaissez, c'est une grande reporter et éditorialiste au Parisien. Elle était l'invitée d'Anne-Elisabeth Lemoine sur le plateau de C'est à vous sur France 5 hier. Pour elle, Christophe Castaner est obligé d'avouer qu'il y aura des violences samedi prochain pour l'acte 19 à Paris. On écoute donc Nathalie Chuc. Il est obligé d'assumer aujourd'hui qu'il va y en avoir des violences policières. En gros, c'est ce que nous dit la majorité. Maintenant, on va être obligé de rentrer dans le tas, on va plus laisser faire, on va faire, Édouard Philippe l'a expliqué hier, si jamais des manifestations qui sont déclarées illégales se produisent tout de même, il dit on évacuera. Comment on évacuera? Par la force. Donc aujourd'hui, un conseiller de la majorité me disait hier, il va falloir assumer qu'on ait peut-être potentiellement un black bloc qui se prenne une balle et qui se retrouve tétraplégique et avoir sa famille qui défile devant les caméras. Et bien ça, politiquement, il va falloir l'assumer au même titre que des gouvernements précédents ont dû assumer la mort de Malik Oussekine dans une manifestation. Ça, il faut le porter politiquement. Je pense qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est prêt à ça parce qu'il considère qu'il n'a plus le choix. Il n'a plus le choix, Emmanuel Macron, selon Nathalie Chuc, en tout cas, que de se permettre peut-être d'avoir un tel drame samedi prochain, parce que de la violence, visiblement, il faut s'y attendre. Hein. Audrey ? De toute façon, il reste prudent. Il se préserve. Maintenant, c'est un constat d'échec. Après, c'est toujours facile de prévoir le pire, comme ça, de dire on savait pour essayer d'atténuer les choses. Oui, là, je pense que c'est un constat d'échec. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et il cherche à se protéger. Ouais, c'est un constat d'échec de dire de toute façon on n'a plus le choix. On a l'impression d'entendre un peu le discours de certains parents qui disent je suis complètement dépassé, du coup j'étais obligé de faire ça, alors que non, on a toujours le choix et bref, surtout quand on est président. Info zappé maintenant avant de retrouver ton avis tranché, ma chère Nargis. Info zappé, Christophe Castaner, je vous l'ai parlé tout à l'heure, a annoncé avoir demandé en Conseil des ministres ce matin la dissolution de 4 associations qui légitiment de façon régulière le djihad armé, tant par les prêches distancés que par les écrits mis à la disposition des fidèles et des internautes. Alors, Faiza va peut-être m'aider. Ces associations sont le Centre Zara France, la Fédération chiite de France, le Parti antisioniste de France et la 4e, Marianne TV, que je ne connaissais pas d'ailleurs. C'est ça ? Moi non plus, je connaissais pas. A priori, c'est des organisations chiites qui ont déjà été frappées par des interdictions, des fermetures administratives émanant des préfets. Je ne connais pas ces associations, donc je vais pas le parti antisionisme aussi, je connais, j'en ai entendu parler. Oui, ça, oui, voilà. Forcément, mais en fait, ce qu'il faudrait vérifier, c'est est-ce qu'ils ont vraiment appelé à des actions terroristes, est-ce que c'est vrai, ou est-ce que c'est quelque chose qui nous est encore pondu comme ça, ça a été le cas pendant l'état d'urgence, où on nous expliquait qu'il y avait certaines mosquées qui posaient problème, or ça n'était pas le cas, et les tribunaux ont après donné raison à ces personnes. Voilà, on se rappelle encore des chiffres de l'état d'urgence, c'était quand même 4500 perquisitions pour 6 procédures sur des affaires de terrorisme, donc il y a quand même une marge d'erreur qui est proche du 100% en réalité. Faut se méfier. Après moi, ce que j'ai à déplorer, c'est qu'il y a des associations comme Génération Identitaire qui ne font pas partie de la liste des associations qui vont être... La LDJ aussi, on aurait pu imaginer, la LDJ.
Hein, non. Oui, carrément. Ouais. Mais t'as plein d'organisations comme ça qui sont jamais touchées par des mesures administratives, par des dissolutions ou par ne serait-ce qu'un mot, quoi. Je veux dire, une sorte d'immunité, ouais. Ouais, ça donne l'impression d'une immunité. Alors c'est toujours plus facile quand tu utilises le mot djihadisme, appel au terrorisme, apologie du terrorisme et tout ça. Ah bah c'est très vendeur. C'est du marketing, ouais. C'est ça. C'est exactement ça. C'est toujours plus vendeur. Après, j'espère que, bon, si c'est des faits qui sont avérés, bah, ils sont avérés et la dissolution est carrément justifiée et elle est même nécessaire. Si c'est pas avéré, que les responsables associatifs se saisissent des voies de droit. Hein. Exactement, à savoir la justice. Qu'est-ce que j'ai d'autre dans les infos zappées en matière d'économie? Tiens, d'abord, ça va peut-être concerner ces messieurs. C'est un grand déstockage à l'horizon. 2 célèbres enseignes de bricolage en France, 9 Castorama et 2 Brico Dépôt vont fermer leurs portes d'ici à novembre 2020. Au total, c'est 789 salariés qui sont concernés, se verront proposer un poste similaire dans d'autres magasins du groupe, selon un communiqué publié ce matin par leur maison mère d'entreprise britannique Kingfisher. Voilà, donc tu pourras plus aller bricoler le dimanche, Audrey. C'est fini. Si un de tes magasins se ferme vers chez toi. Ouais, mais si je me débrouillerai, mais bon. Oui. Moins. Voilà. Sinon, tiens, l'actualité économique toujours, c'est aussi cette information qui est tombée en fin de matinée tout à l'heure. L'Union européenne inflige une amende d'1,49 milliard d'euros à Google pour abus de position dominante. Ça c'est fait. Google, c'est pour vous. Et puis une petite dernière info. Ils sont 3641, l'équivalent d'une petite ville de France, à dormir chaque nuit à la rue à Paris. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière. Au recensement des sans-abri avait été réalisé lors d'une nuit de solidarité le mois dernier. C'est quand même incroyable en tout cas que l'on puisse avoir un tel chiffre, quand même plus de 3000 personnes qui dorment dans les rues à Paris. Et puis de la misère à l'opulence, j'ai envie de dire, plus de 400 millions d'euros. Voilà ce qu'a déboursé le PSG pour acheter Neymar et Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain a finalement échappé aux sanctions de l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Une règle qui oblige à ne pas dépenser plus que l'on gagne. Les dirigeants du PSG ont donc obtenu gain de cause devant le tribunal arbitral du sport. Voilà. Ok, donc le PSG est lavé de tout soupçon par la justice, Faiza. Ok. Tant mieux. Voilà. Sans commentaire. Bah, pourtant, tu m'avais dit tout à l'heure que tu étais une grande fan du PSG, mais que tu n'osais pas l'avouer. Jamais de la vie. Tacle. Ça n'assume pas vraiment, hein, mais bon. Allez, on va parler de l'Algérie maintenant, et on va ouvrir, en parlant de l'Algérie, par un avis tranché signé Nargis. C'est bon, tout est prêt, on est bon? Ouais. On est bon, alors jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et tu vas évidemment nous rappeler le titre parce que j'ai une mémoire de poisson, Nargis. C'est Algérie, connais-toi toi-même. Algérie, connais-toi toi-même par Nargis sur France Maghreb 2 dans le LGF. Alors, depuis les mobilisations qui ont débuté au mois de février, je ne peux m'empêcher de penser à ces discours que j'entendais chez les militants algériens que je rencontrais à l'automne 2018 et qui me disaient en substance: quand les Algériens bougeront, ce sera aux militants de porter et soutenir les mobilisations. Mais tant que la rue ne bouge pas, nous ne pouvons rien faire. Ces militants pour les libertés, pour une Algérie digne, qui n'ont jamais perdu espoir, voient aujourd'hui se réaliser l'une de leurs attentes les plus intenses. Les Algériens se sont réveillés, entend-on ici et là. Mais il serait plus juste de dire qu'ils ont dépassé la peur et la résignation qui les limitaient. Les Algériens n'étaient pas endormis. Ils se sentaient seulement démunis devant un État et une classe supérieure qui les écrasent, qui les méprisent, qui préfèrent honorer le monde plutôt que son peuple, plutôt que sa jeunesse, tellement dynamique et tiraillée. Un peuple ne se réveille pas du jour au lendemain. Tous les éléments étaient et ont toujours été là. Ceux qui sont étonnés de ne pas voir l'Algérie faire son printemps en 2011 n'ont en réalité pas compris l'Algérie, ni son peuple, ni son histoire. Parce que si l'on regarde l'histoire, l'Algérie avait déjà franchi un seuil majeur en 1988, mais une fois encore, la réponse du pouvoir est insatisfaisante et irréfléchie, avec l'instauration d'un multipartisme bancal et précipité, par l'organisation d'un processus électoral inégal et d'une société impréparée, brusquée dans son apprentissage de la liberté d'expression et surtout de la liberté de penser. En 88, nous avons forcé le multipartisme, mais la suite nous a échappé.
La suite, c'est le drame, cette décennie noire, violence qui ne dit pas son nom, on la connaît mais on ne la comprend pas. Ce qui se passe aujourd'hui nous réjouit, de véritables frissons me parcourent à chaque manifestation, à chaque slogan, à chaque chant, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter de la suite, car j'ai toujours l'impression que le danger rôde. Cette fois, certes, il n'y a pas d'émeute, pas de casse, peu de blessés, mais toutefois restons vigilants et apprenons à nous connaître encore mieux. Emballons-nous, nous y avons droit, mais regardons également notre histoire bien en face et inspirons-en nous. Et surtout, restons impitoyables face au pouvoir. Ne tombons pas dans le piège de fausses concessions de leur part, de ceux qui sont au pouvoir. D'ailleurs, nous-mêmes, Algériens, Algériennes, sommes surpris de la forme qu'ont pris ces mobilisations, pacifiques, joyeuses, souriantes, mais déterminées. Cela prouve bien à quel point l'Algérien et l'Algérienne sont imprévisibles et surprenants, braves. Oui. Raccroche. Alors, ouais, voilà, pardon. Donc, cela prouve bien à quel point l'Algérien et l'Algérienne sont imprévisibles et surprenants, braves dans leur détermination et dignes, à l'inverse de ceux qui les gouvernent. Mais cela prouve bien également à quel point nous ne nous connaissons pas suffisamment, et notamment quand on est de la diaspora. À mon sens, les sciences humaines, sociales et politiques qui s'enrichissent aujourd'hui de plus en plus nous aideront à nous connaître mieux, mais ce terrain doit absolument être défriché. C'est comme ça que nous saurons définitivement expliquer pourquoi nous ne nous sommes pas réveillés, mais plutôt que nous nous sommes exprimés avec solidarité et amour-propre en 2019, pour nous et pour les générations à venir. À tous les Algériens de la diaspora et a fortiori les plus jeunes, ayons la curiosité et le goût de l'Algérie, car c'est également par nous que passera le changement là-bas. Merci ma chère Nargis, très belle avis tranché qui a été perturbé par le service secret algérien qui a appelé au même moment. Je évidemment. pense, ouais. Ils étaient pas d'accord. Ils étaient pas d'accord avec ce que tu disais forcément, et ils ont dit on va peut-être pas la laisser jusqu'au bout, sauf que c'était mal connaître Nargis évidemment. Alors je pense que la transition est toute bien trouvée ma chère Faiza. Je sais pas ce que t'en penses avec le coup de cœur que tu nous as choisi. France Maghreb 2, le coup de cœur. C'est un coup de cœur musical qui va parfaitement à la suite de ce que vient d'être dit sur l'Algérie par Nargis. Faiza, de qui s'agit-il? Du coup, je vais même pas avoir besoin de faire d'introduction parce que son avis tranché, il rentre carrément dans l'intro de ce son. C'est Soul King qui a sorti en featuring avec le groupe algérien Ouled El Bahja jeudi dernier un titre qui s'appelle Liberté et qui chante du coup une ode à la liberté pour le peuple algérien. Et qui est devenu d'ailleurs, je fasse des commentaires. Ouais. De quoi? Qui est devenu d'ailleurs un hymne dans toutes les manifestations algériennes avec des records de vues. On a franchi, je crois, plus de 10 millions de vues en quelques jours. Clairement, il est sorti jeudi après-midi. 1 heure après, il y avait déjà 500 000 vues. Le lendemain, il était déjà chanté partout, dans toutes les manifestations, dans les grandes villes. C'est bon, je crois que les Algériens ont trouvé leur hymne. Et ils ont trouvé leur hymne et on va se l'écouter. Alors mettez le son à fond, messieurs, dames, faites-vous plaisir. Je sais que peut-être que là, vous êtes dans la voiture, dans les bouchons, vous en avez marre, vous êtes fatigué de cette journée. Bien l'occasion de vous détendre grâce à Faiza Ben Mohamed et ce titre de Soul King avec Ouled Bahja. Et ça, c'est la marque de fabrique de Soul King à l'instant, avec Liberté. Merci Faiza de nous avoir fait voyager. Je t'avoue qu'en ce moment, ce titre, je l'entends matin, midi et soir. Ça tourne en boucle à la maison. Ouais. Je n'en peux plus. Autant vous le dire. Je n'en peux plus. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était un réel plaisir que de l'écouter. Et c'est vrai que c'est devenu, malgré lui, l'hymne officiel maintenant de toutes les manifestations, repris en chœur dans toutes les manifestations en Algérie. Alors justement, on va se poser la question, bon tiens, on aura le temps de faire un petit Libertad, ça tombe bien, c'est bien, on va vous accueillir en direct dans un instant au 01 40 33 9000. Faiza, les informations sont très compliquées en ce qui concerne l'Algérie, donc on les rappelle, lundi soir, vous avez une lettre qui a été envoyée par la présidence, donc Bouteflika, la présidence, bref, peu importe, elle a été envoyée aux Algériens, disant qu'il resterait président après l'expiration de la fin de son mandat, c'est-à-dire le 28 avril. Vous avez Antan Lamamra qui est lui parti à Moscou pour s'assurer les faveurs de la Russie, qui est un allié quand même inconditionnel de l'Algérie. Ouais. La Russie d'ailleurs qui ne veut absolument pas s'ingérer dans les affaires algériennes. Je crois qu'il va rencontrer cet après-midi la chancelière Merkel. Et puis, vous avez une autre information qui a été révélée par une agence turque qui indique que selon ces informations, le président Bouteflika pourrait annoncer finalement son retrait demain aux Algériens. Ai-je bien résumé un peu la situation, Faiza, de ces informations un peu complexes, si on y rajoute aussi que le FLN vient d'apporter son soutien au peuple pour les manifestations?
Et ça a l'air de virer un petit peu au tout et n'importe quoi dans la communication politique du pouvoir, j'ai l'impression. C'est vrai qu'hier soir, mais c'est pas une agence turque qui l'a révélé, l'agence turque n'a fait que reprendre. D'accord. C'est le journal algérien En-Nahar, qui est réputé proche du pouvoir algérien, qui a expliqué dans un papier que le président Abdelaziz Bouteflika pourrait annoncer son retrait, la fin de son mandat jeudi. Donc demain. On n'a pour l'instant aucune. C'est à rien d'y comprendre. Hein. Je reste le lundi et finalement j'en parle le jeudi. C'est qu'on comprend pas trop, mais après c'est aussi à l'image de ce qui s'est produit avant. Il faut mettre ça aussi en perspective avec ce courrier de début février qui dit je briguerai un mandat, blabla, et puis après fin février, tu as ce nouveau courrier de Abdelaziz Bouteflika quand il revient de Genève et qui explique je n'ai jamais voulu briguer de 5e mandat. Enfin, j'ai l'impression qu'en fait on avance et puis quand on voit que c'est un peu chaud ce qu'on annonce, on rétropédale. Et je crois qu'ils savent eux-mêmes pas trop ce qui se passe. C'est pour voir la réaction. Toi qui as passé 3 mois à Alger, ma chère Nargis, est-ce que tu comprends ce qui se passe là dans cette flopée d'informations finalement contradictoires? Non, pas du tout. Enfin, je pense que c'est surtout beaucoup d'incapacité à trouver quelque chose qui mette fin aux mobilisations et qui. Je pense que vraiment doit y avoir beaucoup d'hésitation au niveau du pouvoir et d'inquiétude. Et du coup nous ça se ressent dans les communiqués qu'ils font, dans les informations qu'ils nous transmettent. Donc ça reste compliqué à suivre. Quand t'as quitté Alger, c'est-à-dire il y a à peu près 2 mois et demi à peu près, est-ce que tu t'imaginais ce qui se passe aujourd'hui en Algérie? Non, on en avec avait parlé. Millions, en plus, on parle de 20 millions de personnes qui sont descendues dans les rues vendredi dernier, quoi. C'est assez hallucinant. Hein. Ouais, et vraiment en fait, j'avais vu ce que portaient les gens en eux, la volonté qu'ils avaient, le dynamisme qu'ils avaient. Mais en revanche, je sentais aussi beaucoup de résignation. Beaucoup de fois, quand je leur demandais, qu'est-ce que vous pensez là des élections qui arrivent, c'était de toute façon la politique, ils font ça sans nous. Nous quoi qu'on fasse, ça changera rien. Donc, je voyais aussi beaucoup de cette résignation. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à ce que ça bouge et en même temps il y a tellement cette énergie là, ce potentiel en Algérie que finalement je suis contente de voir que ça s'exprime maintenant. Ouais, en tout cas, ça s'exprime et de fort belle manière en plus. Ouais. Quelle leçon donnée au monde. Quelle leçon donnée au monde. Ici, on est en train de se dépatouiller, savoir comment on sort de la violence. Là-bas, c'est 20 millions de personnes qui sont dans les rues et tout se passe bien. N'ayons pas peur de le dire, ça se passe même très bien. Très bien. Donc voilà. Voilà pour ce qu'on pouvait dire. Écoutez, dans un instant, un petit Libertad. On va finir cette émission en beauté, tranquillement. Enfin, je sais pas, ça dépendra des auditeurs. Et ils vous ont écouté, ils vous ont scruté, ils vous ont analysé. Faiza, Audrey, Nargis, mais aussi, si vous souhaitez évidemment parler des sujets que l'on a évoqués et d'autres, vous êtes les bienvenus puisque ça s'appelle Libertad. C'est dans un instant et c'est sur France Maghreb 2 et nulle part ailleurs. Le LGF, le grand forum sur France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Audrey Pronosti, avec Faiza Ben Mohamed et Nargis qui sont avec nous aujourd'hui. Allez, un petit Libertad, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un petit Libertad. J'ai attendu Nargis pour qu'elle revienne. Nargis, reviens. Elle est là. Nargis avec un J, reviens. Non, c'est pas bien ce que tu fais là, c'est très vilain ce que tu viens de faire, Nargis. Je te le signale quand même. 01 40 33 9000. Allô, qui est là, Mohamed, je crois. Hein. Bonsoir, Mohamed. Ouais, c'est ça, tout à fait. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Mohamed. Fais pas le genre vénère, Mohamed. Calme-toi. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'essaie de t'avoir depuis hier, j'arrive pas. Ouais, mais ça va, tu m'as eu là, ça va, détends-toi, mon ami. Ça va, là, je me détends. Là, bon, alhamdoulilah. Je me détends. On t'écoute, Mohamed. Tu nous appelles d'où d'abord? De la région parisienne. Très bien. On t'écoute. Bon. Moi, je voulais dire quand même de pas oublier les 20 dernières années qu'on a eues en Algérie, que le FLN, parce que c'est bien le FLN qui est aux manettes de notre pays, de notre cher pays, et que ces gens-là sont nos anciens aussi quand même, faut pas l'oublier, et que malgré tout ce qui s'est passé, le printemps arabe, la période de sale terrorisme qu'on a eu, quand même, on va dire, on a réussi, nous, l'Algérie, à tirer notre épingle du jeu, malgré tous les défauts. Il faut pas oublier aussi qu'ils ont aussi des qualités qu'on peut pas leur enlever, de la politique étrangère et de tout ce qui a été fait en Algérie ces 15 dernières années quand même, malgré que le régime militaire est là. Mais aujourd'hui, les Algériens sont plus de 20 millions dans les rues en train de manifester, pas un seul dérapage, rien du tout. Le peuple s'exprime, la presse aussi.
je veux dire quand même que je suis fier. Je vais pas dire que je suis fier. Monsieur, dis-le, Mohamed, dis-le, vas-y, je t'en prie. Tahia Jazair. Je suis fier du parti, le FLN, mais quand même. Du peuple. Ouais, voilà, le peuple, et le peuple est aussi le FLN, bien sûr, parce que ma grand-mère aujourd'hui, elle a 84 ans et elle a vécu ce qui s'est passé à l'époque. Bien sûr. Et bien sûr, elle fait partie de cette ancienne génération-là qui est aux manettes, comme Gaïd Salah et tous ses amis qui sont là aux manettes. Et l'Algérie aujourd'hui, on va dire, a ses qualités et ses défauts. Bien résumé, Mohamed. Merci beaucoup en tout cas et bonne soirée. À très vite. Merci, bonne soirée et 1, 2, 3, viva Bladi. Ah bah toujours. Oui, 1, 2, 3, viva l'Algérie, vive Bladi, bien sûr, sur France Maghreb 2, ça c'est logique. C'est normal. 01 40 33 9. Tiens, une petite info que je vous ai pas donnée dans les infos zappées. Vous savez que la télévision de la Nouvelle-Zélande va publier l'appel à la prière ce vendredi pour rendre hommage aux 50 tués dans les 2 mosquées. Magnifique. Oh, c'est beau, c'est beau. On n'imagine pas ça sur M6, sur TF1, jamais. Ah bah non. Moi, si je l'imagine bien sur BFM. Oh là là. Alors là, je crois que. Non, je crois que là, on t'a perdu, Nargis. On t'a perdu là, t'as changé de pays, je crois. Allô, bonsoir, qui est avec nous, Libertad, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Méziane. Ah bah oui, Méziane, quand il y a des femmes, il appelle tout de suite, lui, en direct. Ah non. Oui, c'est ça, oui. Je suis fidèle, moi, je suis pas Tariq Ramadan, Non, ça c'est vilain, ça. C'était bas. C'était très bas, ça. Bon. Non, je l'aime bien en plus, Tariq Ramadan. Oui. Le pire, il a fait une petite bêtise, mais bon. Le Dieu est miséricordieux, il peut pardonner. Bon. Alors? Alors moi, je vous ai entendu dire, parce que j'ai pas écouté toute l'émission, mais je vous ai entendu dire qu'il y avait une information qui provenait de la Turquie, selon laquelle... Non, j'ai dit une connerie en fait. C'est une information qui venait d'Ennahar et qui a été relayée par une agence turque. Vous voyez, vous écoutez pas les choses comme il faut. Peu importe de la source. Mais si... c'est important. Dans l'hypothèse, oui, mais dans l'hypothèse où le 28, c'est la fin de son mandat, où il doit partir, si l'information s'avère vraie... À qui est-ce qu'il va remettre les clés? Je vous pose la question à vous. Bah si on respecte la Constitution, au président du Sénat. Exact. Non, c'est un Marocain. Oui, mais ça va être un Marocain, mais voilà, là on va faire entorse à la Constitution peut-être, mais c'est normalement comme ça que ça se passe, je sais pas moi. Je trouve qu'ils devraient la remettre à des Kabyles. Ils n'ont jamais gouverné. Tu rigoles, et Ouyaria c'est quoi alors? Ouyaria c'est qui? C'est un Kabyle, hein? Il y a beaucoup dans le gouvernement. Ouyaria, le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, c'était un Kabyle. Non, mais arrête de dire des conneries, Méziane. Allez, salut, je crois qu'on t'a perdu là. Il est temps que t'ailles boire ton thé, t'es en manque là. 01 40 33 9000. Mais c'est vrai, bon, si on respecte la Constitution, c'est comme ça que ça se passe, paysan, hein, si je dis pas de bêtises. Bah oui, c'est ça. Oui, clairement, oui. Donc c'est le président du Sénat. Le président du Sénat. Ouais, voilà. Bon, il est marocain ou pas marocain, en tout cas, il est président du Sénat. Voilà. Ouais. Quoi qu'il en soit. La Raleb, il est marocain. Bah oui, en même temps, voilà. Il y a des chroniqueurs marocains aussi, c'est comme ça. Bah oui, exactement, absolument. Et vive le Maghreb United. Allez. Bon, allez, on va se quitter maintenant parce que l'heure c'est l'heure. Et puis après l'heure, c'est plus l'heure. Et c'est déjà fini en tout cas. Et ce fut un extrême grand plaisir, mesdames, d'être avec vous aujourd'hui. Plaisir partagé. Merci merci beaucoup, ma chère Nargis. Avec un J. Avec un J, merci. Voilà. On honore mon prénom, s'il vous plaît. Oui, absolument. D'autant qu'il est rare. Ma chère Audrey, merci beaucoup. Merci Christophe. Et puis Faiza, tout à l'heure. Salut Faiza. À tout à l'heure, bonne soirée tout le monde. Oui, enfin tout à l'heure, c'est parce qu'on se parle en dehors d'émission évidemment. Merci Faiza, à la semaine prochaine. Celle-là ne nous regarde pas. Oui, évidemment. Merci à tous, bonne soirée, restez bien avec nous dans un instant, c'est la suite des programmes. Et évidemment, sur France Maghreb 2, demain, il y aura une belle équipe demain. Je vous en dis pas plus. Bonne soirée sur France Maghreb 2. Il est exactement et précisément, et ça fait du bien d'être à l'heure, comme ce fut le cas d'ailleurs tous les jours en ce moment. 18h sur France Maghreb 2. À demain, ciao. Et c'est Marc Salbert pour l'info. Bonsoir Marc. Bonsoir. Un report du Brexit est possible à condition que le Parlement britannique valide l'accord de retrait. Réaction de Donald Tusk à la demande de Theresa May de repousser au 30 juin la sortie de l'Union. Le président du Conseil européen évoque une courte extension, sans doute pas au-delà des élections européennes du 23 mai.
Les militaires de la mission Sentinelle appelés en renfort samedi prochain pour protéger les bâtiments publics. Un renfort qui permettra aux forces de l'ordre de se concentrer sur le maintien de l'ordre. Après les violences de samedi dernier à Paris, la justice a prononcé 42 peines de prison dont 23 fermes et 54 interdictions de séjour dans la capitale. Édouard Philippe se déclare ouvert à l'idée de travailler plus longtemps pour financer la prise en charge de la dépendance par la sécurité sociale. Toutefois, le Premier ministre a exclu devant l'Assemblée de modifier l'âge de la retraite dans le cadre de la réforme préparée par le gouvernement. Jean-Guy Talamoni prend la défense de Jérôme Cahuzac, l'ancien ministre qui vit maintenant en Corse, demande un aménagement de sa peine de 2 ans de prison ferme. Le président de l'Assemblée de Corse estime qu'il serait préférable d'accepter l'idée d'une rédemption et il souhaite qu'il puisse s'installer comme médecin généraliste. Bercy va faire circuler des tax trucks dans les zones rurales. C'est ce qu'affirme le député En Marche Jean-Baptiste Djebari. Ces bus seront transformés en bureaux itinérants du fisc afin d'offrir des conseils et des informations en matière fiscale. Une expérimentation va débuter dans le Limousin. Enfin, Vladimir Poutine nomme un ancien champion du monde de kickboxing gouverneur de la Kalmoukie, la seule république russe en majorité bouddhiste. La plupart des habitants sont des descendants de Chinois arrivés au bord de la mer Caspienne après une longue migration au XVIIe siècle. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.